présenter, donc l'équipe, donc moi je suis Alexandra Grinchi, je suis donc c'est le centre, c'est le réseau national du centre de ressources politiques de la ville, donc qui organise ce webinaire comme vous l'avez compris. Et donc je suis là avec mes collègues, donc Colline Thébault du centre de ressources La Beau-Cité, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Marion Rousseau de Trajectoire Ressources de Bourgogne-Franche-Comté, Frédéric Frénard, donc qui est de Réseauville de Bretagne, Pays de la Loire, et moi je suis Alexandra Grinchi et je suis là pour Profession Banlieue, le centre de ressources de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà. Et donc, juste pour vous refaire une petite introduction de ce webinaire, donc, comme vous le savez sûrement, si vous avez déjà participé à nos actions, nos objectifs pour les participants, c'est de faire du partage d'expériences, d'outils et de connaissances, de ressources scientifiques. Et donc, pourquoi on travaille la discrimination? C'est parce que dans la politique de la ville, c'est quand même un axe transversal qui est inscrit dans les contrats de ville, parce que, que ce soit à l'échelle nationale ou au niveau des politiques publiques, politiques de la ville, il reste encore beaucoup à faire. Et aussi parce que, en tant que GT d'Eveco, c'est aussi une question qui touche beaucoup l'emploi, parce que ça reste quand même un frein à l'embauche et à l'emploi à part entière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on propose ce mini-cycle de webinaires, avec d'abord un focus plutôt cadrage institutionnel et focus employeur, et un second qui sera davantage sur les questions plus de méthodes systémiques avec comment on agit concrètement en mettant en place des politiques multi-acteurs sur des territoires avec des réalités différentes. Donc voilà, et l'objectif c'était aussi de sortir un peu de l'individuel qui est quand même assez présent dans les luttes contre les discriminations. Par exemple, avec les accompagnements juridiques, souvent on accompagne plutôt la victime. Là, l'idée c'est de passer à quelque chose de plus collectif, plutôt aussi d'agir concrètement et de comment on forme une culture de l'égalité, que ce soit au sein des structures, mais au sein des politiques publiques elles-mêmes. Donc voilà. Donc, juste pour vous refaire un très rapide déroulé, Chloé Torcol, donc, qui est chef de projet relations adhérents à l'Association française des managers de la diversité, va commencer avec une contextualisation politique et historique des lois antidiscriminatoires et aussi comment le management de la diversité s'est institutionnalisé en France. Ensuite, c'est Yannick Lorty, donc, qui est directeur du TEP CNRS et de l'ONDES et qui se représentera, comme ça si je me suis trompée, pourra préciser. Lui partagera les nombreux enseignements de ses très nombreux travaux sur à la fois l'impact des discriminations dans l'accès à l'emploi, mais aussi ses travaux avec l'INJEP sur la sensibilisation et la formation des employeurs aux discriminations. Il parlera également des enjeux d'objectivation des données et de l'évaluation qui est très importante. Voilà, et ensuite on passera au retour de l'AFMD à nouveau, l'Association française des managers de la diversité, sur comment on accompagne les employeurs, comment on met des outils à leur disposition pour construire une culture de l'égalité et comment mener leur politique de diversité et d'inclusion et prévenir les discriminations. Et enfin, ce sera Thomas Suzan, donc, qui est directeur des ressources humaines au groupe Vitori, qui nous partagera son retour en tant qu'entreprise, justement. Et voilà, comme je l'ai dit, mais il y aura sûrement des personnes qui sont arrivées entre-temps, vous pouvez poser vos questions à l'ensemble des intervenants dans le chat. Et on aura 2 temps de questions-réponses. Donc la première, ce sera après Yannick Lorty et le second temps, ce sera après l'intervention de Thomas Suzan. Voilà, donc n'hésitez pas également à poser vos questions techniques dans le chat également. Ce sera Colline et Marion qui vont l'animer. Et à nouveau, ah oui, juste pour vous préciser, le webinaire sera enregistré. Donc voilà. Et, euh, et je pense qu'on est bon. Est-ce que tu es prête, Chloé, pour... Absolument. Parfait. Et ben, je te laisse commencer alors. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Torcol, je suis chef de projet et en charge de la relation adhérent à l'AFMD. Donc je vais vous parler aujourd'hui, enfin on va surtout ensemble faire une prise de hauteur sur les sujets de non-discrimination, de diversité et d'inclusion dans le monde du travail.
Avant ça, je vais vous parler un petit peu de l'AFMD. Donc, c'est l'Association française des managers de la diversité. On existe depuis 2007 et notre rôle, c'est d'accompagner les employeurs dans la prévention des discriminations au travail. On a aujourd'hui presque 200 adhérents qui ont des profils très très variés. On a aussi bien des grandes entreprises que des TPE-PME, des acteurs publics comme les ministères économiques et financiers ou les ministères sociaux, des collectivités comme la ville de Paris, et puis on a des grandes écoles et des universités. Donc c'est vraiment des expériences et des besoins qui sont divers les uns des autres. Leur point commun, ça va être de travailler sur la prévention des discriminations au travail et plus largement sur la promotion de la diversité et de l'inclusion. Et une des principales activités de la FMD, et mon rôle plus particulièrement, c'est de proposer donc à toutes ces personnes qui travaillent sur ces thématiques un espace où ils, elles, vont pouvoir se rencontrer, se retrouver entre pairs, partager leurs pratiques, revenir sur les difficultés rencontrées, penser des actions ensemble également puisque, et on parlera de ça juste après, la fonction diversité, on va dire, donc qu'on soit responsable diversité, inclusion, chargé de prévention des discriminations ou autre, c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment finalement en termes de professionnalisation. Et donc, il y a encore vraiment un besoin d'accompagnement et d'acculturation de ces professionnels. Et donc, nous, on est là pour ça. En plus de ça, on a un pôle études et recherches et une de nos principales méthodes de travail, c'est de faire un pont entre la recherche scientifique et la pratique des experts et expertes sur le terrain. Donc, on va travailler avec les employeurs et des sponsors académiques pour explorer des sujets au travers de groupes de travail, d'enquêtes, d'études, de partenariats. Et ce qu'on va être amené à produire à l'issue de ces actions, toutes nos publications et nos outils sont accessibles en ligne puisqu'on est une association d'intérêt général. Donc aujourd'hui, dans la présentation, je vais m'appuyer sur certaines ressources qu'on a publiées au fil des ans. Euh, Si vous allez faire un tour sur le site de la FMD, vous verrez qu'on a traité de beaucoup de thématiques. Notre approche, elle va être soit sur un critère spécifique de discrimination, par exemple le racisme et la discrimination raciale ou l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ou elle va être sur des sujets plus transverses, comme par exemple l'inclusion au sens large, ou comment est-ce qu'on communique sur la diversité, ou comment est-ce qu'on fait des liens avec la marque employeur. Euh, les sujets qu'on traite sont vraiment dictés par les besoins des membres, ce qui se passe dans la société. On essaye de se positionner un petit peu en amont finalement des besoins et des réflexions qui peuvent émerger pour que quand le monde du travail est prêt à traiter d'un certain sujet, on ait déjà des ressources à disposition. Donc, je vous encourage vraiment, pas pendant que vous êtes sur ce webinaire passionnant, mais après, à aller voir les ressources à votre disposition sur la DocuTech. Et moi, je vous partagerai des liens aussi en fonction des livrables sur lesquels je m'appuie. Et donc, sans plus attendre, on va parler des lois antidiscriminatoires et de comment est-ce qu'on est passé de ces lois à l'institutionnalisation du management de la diversité. L'idée ici, c'est de prendre du recul sur comment est-ce que ça s'est passé en France, puisque c'est des contextes différents selon les pays. Donc là, on a évidemment une approche euh, française. Euh, Ce qui est intéressant en France, c'est que les lois antidiscriminatoires, elles datent globalement des années 2000. Et le principe de non-discrimination donc au travail va se retrouver aussi à cet endroit-là. Donc, entre 2001 et 2005, on parle de non-discrimination. On a vraiment une approche légaliste, c'est-à-dire qu'on a des lois qui sont structurantes et on a un focus sur l'origine ethnique. Ça fait un parallèle avec les émeutes dans les banlieues. Et c'est dans ce contexte-là que on a eu les premiers travaux de l'Institut Montaigne qui a publié son rapport sur les oubliés de l'égalité des chances, qu'on a eu la création de la Charte de la diversité en 2004 et du label diversité et après égalité, je crois que c'est dans ce sens. Et c'est aussi là qu'on a vu les premières actions de testing. Donc là, on était vraiment sur voilà, la prévention de la discrimination au travail.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on a eu un glissement sémantique où on a parlé plus de diversité et plus tard des diversités que de prévention des discriminations au travail. Cette distinction, elle est importante parce que ça finalement oriente les actions qu'on va déployer dans le cadre professionnel et c'est pas tout à fait la même chose selon la terminologie qu'on utilise. Donc, entre 2006 et 2010, on parle de diversité plutôt au singulier. On a un focus sur le handicap et l'égalité professionnelle aussi parce que ce sont les endroits où on a eu des lois le plus tôt, donc avec l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, avec les obligations de reporting aussi sur certains indicateurs en lien avec l'égalité professionnelle. Euh, Là, en termes d'expérimentation, on va tester le CV anonyme, même si la loi n'est pas passée. C'est une expérimentation qui a montré qu'il y avait un effet bénéfique pour les femmes, mais des résultats inverses sur les minorités ethniques. Euh, et c'est un traitement des sujets qui passe par ce qu'on appelle la diversité comptable, c'est-à-dire qu'on va finalement faire des analyses au travail de certains critères, par exemple, où est la répartition en termes de genre, quelle est la pyramide des âges, quelle proportion de la masse salariale est en situation de handicap, et on peut aussi traiter de la nationalité. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez euh, siloté, on va dire, et c'est en général des orientations, donc genre, âge, handicap et nationalité, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les plans d'action des organisations, parce que bah, c'est comme ça qu'on s'est structuré à l'origine. À partir de 2016, on parle des diversités. On commence vraiment à avoir une approche transverse et à sortir du prisme RH ou RSE et on implique les managers de proximité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ici que s'opère la professionnalisation des personnes qui portent ces sujets-là. Donc, on a les premiers postes de responsable diversité et inclusion qui apparaissent. Vous, dans vos organisations, peut-être que vous avez des missions similaires, mais qu'elles ne portent pas tout à fait le même nom. Mais quand je parle des fonctions diversité, c'est bien des fonctions qui sont en charge donc, de porter ces sujets-là au sein de l'organisation. Euh, et à partir de 2016, on va parler de diversité et d'inclusion. Donc là, c'est ce que je vous disais quand on parle plutôt d'approche transverse, c'est qu'on est vite arrivé à la limite des politiques diversité dans le sens où on avait l'impression d'essentialiser certaines personnes, de devoir démultiplier les actions puisqu'on avait un plan d'action égalité pro, un plan d'action handicap, un plan d'action gestion des âges. Euh, et finalement, bah déjà, ça ne permettait pas de faire des croisements entre les personnes qui avaient des expériences multiples en raison de l'âge, du handicap, du genre, par exemple. Euh, et puis, ça enfermait un peu les gens dans des cases. Donc, on a commencé à parler d'inclusion, et je reviendrai plus en précision juste après. Euh, mais c'est quelque chose voilà, qu'on tend à voir de plus en plus dans les organisations. Et pour finir, depuis 2, 3 ans, on commence aussi à se questionner sur finalement les changements de paradigme. Est-ce que, surtout par rapport au backlash qu'on peut connaître, aux résistances qu'on peut connaître sur ces politiques-là, est-ce qu'il faut encore parler de diversité et d'inclusion? Où est-ce qu'on situe l'équité à cet endroit-là? Est-ce qu'il vaut mieux parler d'équité et d'égalité? Donc, c'est des thématiques qui sont très, très mouvantes. Euh, mais en tout cas, cette slide-là, elle est faite pour vous donner un peu une idée de l'évolution sur les 25 dernières années et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise ces termes-là plutôt que de parler des préventions des discriminations, même si en fait le cœur de nos actions, c'est vraiment ce sujet-là. Et pour finir sur cette introduction, je voudrais faire un focus sur l'inclusion dans les organisations. C'est donc ça s'appuie sur un ouvrage dont je vous mettrai le lien aussi pour que vous puissiez aller regarder. Mais l'inclusion, c'est quelque chose d'assez structurant par rapport aux politiques diversité. C'est une culture dynamique qui permet aux salariés de se sentir traités avec respect et équité, d'être valorisés, de favoriser aussi un sentiment d'appartenance et qui donne l'impression de pouvoir s'exprimer librement.
Et donc, c'est quelque chose qu'on a modélisé dans un schéma qui repose vraiment sur quatre piliers, avec donc le principe d'équité et de sentiment de justice, donc pour faire en sorte que les salariés, les agents, agentes, les bénéficiaires aussi, se sentent vraiment appartenir à une organisation qui s'appuie sur l'éthique et qui garantit la justice, qui respecte le cadre légal de non-discrimination. C'est aussi un principe de coopération intégrative, et ça veut dire redonner de l'importance aux relations horizontales, permettre à tout le monde de travailler ensemble, dépolluer les relations professionnelles des stéréotypes. La transversalité des actions, c'est quelque chose qui permet d'aller au-delà des critères qu'on traite habituellement. Ça va être, par exemple, travailler sur la prévention de l'autocensure au travail ou sur l'équilibre des temps de vie. Là, on ne cible pas dans ces actions une population particulière. Pour autant, c'est des démarches et des stratégies qui vont permettre des traitements plus égalitaires de l'ensemble du collectif de travail. Et finalement, on parle de l'importance de l'équilibre entre unicité et partage, c'est-à-dire permettre à toutes et tous au sein de l'organisation de se retrouver autour d'une culture partagée, mais aussi de reconnaître les personnes dans leur singularité. Et il y a deux conditions de pilotage aux politiques d'inclusion qui sont euh, essentielles. C'est une vigilance sur l'impact négatif des stéréotypes et de s'appuyer aussi, mais je pense que Yannick en parlera aussi tout à l'heure, sur des éléments de mesure pour réussir à voir d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on en est et quel progrès est-ce qu'on est en train d'effectuer. Et donc, merci Chloé, ce que je voulais dire pour cette introduction. Et, on va poursuivre avec Yannick Larty que nous accueillons, qui est directeur du TEP. Il va revenir sur cet acronyme donc, qui est rattaché au CNRS et directeur également de l'ONDES, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Nous aurons l'occasion d'échanger avec vous, notamment sur vos récents travaux, une étude sur l'évaluation de deux actions de sensibilisation aux discriminations qui a été réalisée pour le compte du Fonds Expérimentation de la jeunesse piloté par l'INJEP et en partenariat avec le réseau des missions locales de la région PACA et la mission locale de Chambéry. Et à travers votre exposé, nous essaierons de comprendre les conditions de succès de ces dispositifs de mesure de discrimination. Si vous êtes d'accord, on peut y aller. Le PowerPoint s'affiche. Je vous laisse la main. C'est parfait. Merci beaucoup Frédéric. Donc effectivement, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée pour l'INJEP, hein, qui s'intitule Discrimination à l'embauche, la sensibilisation des recruteurs en question, dans le INJEP Analyse et Synthèse numéro 83. Et avant cela, je vais un peu me présenter, effectivement. Donc, moi, je suis universitaire, hein, chercheur, et je suis professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel. Je dirige une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Théorie et évaluation des politiques publiques. Donc là, vous voyez le transparent, vous voyez la carte, hein. Alors, une fédération de recherche, c'est un groupement de laboratoires. On a 13 laboratoires euh, et un peu plus de 300 chercheurs. Et donc, on propose une offre de travaux de recherche, de travaux de portée académique à aux décideurs publics, en fait, qui souhaitent mieux évaluer les actions portées. Donc, ça, dans tous les domaines d'intervention de l'État. Et on a comme caractéristique d'être beaucoup présent en région, on est dans tout le Grand Ouest et puis aussi en Outre-mer. Et donc on travaille notamment avec des collectivités pour les aider à améliorer l'évaluation de leurs travaux. Et au sein de cette fédération, on a un groupe de recherche qu'on a appelé GEOD, groupe d'études sur l'origine des discriminations et sur l'égalité. GEOD a été créé en 2006 et, donc depuis 20 ans maintenant, au sein de ce groupe, on a une petite vingtaine de chercheurs et de doctorants et on travaille notamment sur la mesure des discriminations avec des méthodes expérimentales, dites de testing ou on appelle aussi test de situation, test de discrimination, test par correspondance. Et on est donc ce qu'on peut appeler un opérateur académique
de testing, de tests de portée scientifique, hein. SOS Racisme en France a beaucoup contribué à populariser cette méthode et nous on fait la même chose avec plus de moyens et plus de données et on essaye de faire des travaux qui vont ensuite être publiés dans des revues scientifiques. Et on a fait notamment à peu près toutes les grandes campagnes qui ont été sollicitées par le gouvernement ces dernières années. Euh, sur le marché du logement, on travaille avec la DGAFP tous les 2 ans, depuis plus de 10 ans maintenant, pour mesurer les discriminations, comparer le public et le privé. On a testé les grandes entreprises et puis on a créé effectivement un observatoire national des discriminations et de l'égalité, mais dans le supérieur, donc un observatoire dédié aux étudiants, au personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qui s'appelle l'ONDE, et ouais, on prononce pas le S, et donc on produit régulièrement beaucoup de travaux, hein, à la fois dans l'Onde. L'Onde, il est porté par Gustave Eiffel, mon université, mais aussi par France Université, avec le soutien du ministère, du Défenseur des droits, aussi de la conférence permanente des chargés de mission égalité, diversité. Donc vous avez notre site internet, la Onde, sur Gustave Eiffel. Et Onde, l'Onde donc publie des rapports d'études. On a publié 13 rapports d'études jusqu'ici. On en publie 4 par an. On a donc un ensemble d'institutions qui sont réunies dans le cadre du comité de pilotage. On a aussi des partenaires associatifs dont fait partie la FMD. Donc on bénéficie des conseils de la FMD régulièrement. Et on a un comité scientifique qui est présidé par Patrick Simon de l'INED. Et on anime aussi un groupe de travail au sein de France Université. Donc là, vous avez voilà, la liste des membres dans notre comité scientifique. On a à la fois des sociologues, des juristes, des politistes, des économistes. Et on a donc tout un réseau de chercheurs, hein, qui sont intéressés par notamment la question de la mesure des discriminations. Et qu'est-ce qu'on fait exactement, hein? J'ai presque fini. On développe des dispositifs d'enquête qui sont des enquêtes de victimation, des enquêtes un peu particulières pour interroger de façon exhaustive des étudiants ou des personnels sur leur expérience en matière de discrimination. Donc c'est l'enquête évidence. Puis on travaille aussi avec le groupe Acadiscri. Euh, on déploie des opérations de testing répétées dans le domaine de l'enseignement supérieur, comme on le fait d'ailleurs dans d'autres domaines et pour d'autres critères. Et on fait aussi des enquêtes régulières auprès des établissements pour prendre la mesure de ce qu'ils déploient, des actions qu'ils déploient donc sur le front de la lutte contre les discriminations. Et on valorise tout cela dans le cadre de journées régulièrement. On fait des journées avec les acteurs institutionnels, associatifs, pour échanger sur à la fois les constats et sur les politiques publiques. Voilà, donc j'ai terminé un peu cette introduction pour me situer un peu ce que l'on fait. Moi, je suis à la fois le directeur d'une fédération de recherche du CNRS et le directeur de l'Observatoire des national des discriminations. Donc, nous, on s'intéresse aux discriminations, hein, et pas uniquement à la diversité, mais les discriminations, c'est à la fois euh, un objet juridiquement constitué. C'est une catégorie d'analyse pour les sciences sociales, hein, notamment pour l'économie. Il y a depuis les années 50, hein, une économie des discriminations, de même qu'il y a une sociologie des discriminations et qu'il y a bah, des sciences politiques aussi qui abordent le sujet. Donc, discrimination, c'est à la fois un délit constitué juridiquement, qui est lourdement sanctionné par le code pénal ou le code du travail, et c'est aussi un objet de recherche pour les sciences humaines et les sciences sociales, hein. C'est aussi un objet de recherche en psychologie et dans beaucoup de sciences sociales. Donc, toutes les sciences sociales, on met en avant plutôt le terme discrimination que le terme diversité. Diversité, c'est une catégorie qu'on ne sait pas mesurer, et donc c'est plutôt les sciences de gestion qui font appel à ce vocable, et donc il ne faut pas euphémiser les choses, donc on parle bien de discrimination. Alors, une discrimination en droit, hein, on parle de discrimination quand il y a une différence de traitement entre deux individus qui veulent accéder à une ressource. Ça peut être un bien, ça peut être un logement, ça peut être un emploi.
Et cette différence de traitement se fait sur la base d'une caractéristique prohibée, illicite, hein. On parle de critères de discrimination. C'est une caractéristique personnelle qui est sans lien avec les aptitudes des candidats et qui néanmoins est utilisée par en général l'offreur, hein, de biens ou de services pour discriminer les deux candidats, donc au préjudice de l'un d'entre eux, hein. Donc on parle de discrimination quand il y a un préjudice, quand on est dans un domaine qui a été déjà pensé par le droit, par exemple l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux services publics, et quand il y a un critère de discrimination qui est mobilisé par, ça peut être un recruteur, un bailleur, un offreur, hein. Euh, et là, vous avez la liste des critères. On est autour de entre 24 et 26 critères selon la façon dont on les compte. Et dans ces critères, il y a notamment hein, l'origine, le, il y a aussi la religion, le sentiment religieux, les convictions politiques, partisanes, il y a l'engagement syndical. Enfin, on a tous ces critères qui n'ont pas leur place dans un processus sélectif et qui pourtant sont utilisés parfois. Et dans ces cas-là, on parle de discrimination. Alors voilà, la discrimination, c'est la particularité de ce domaine, c'est que c'est à la fois un délit constitué et un objet de recherche, en fait. Et ça, il y a pas beaucoup d'entrées comme ça qui ont cette double caractéristique. Et dans les deux cas, les discriminations posent un problème aussi très singulier, hein, qui est spécifique à ce domaine, qui est un problème d'objectivation. Pour d'autres formes de violence, d'autres formes de délit, en fait, on n'a pas ce problème d'objectivation parce que, ben, effectivement, il y a en général une victime clairement euh, constituée, et puis il y a en général l'auteur des faits, un coupable qui est aussi clairement identifiable, et donc on n'a pas ce problème d'objectivation. En matière de discrimination, la difficulté singulière, c'est que comme on parle de discrimination pour qualifier une différence de traitement dans un processus sélectif. Eh bien, le problème, c'est que la victime peut ne pas du tout être en situation de pouvoir observer l'existence même d'une différence de traitement. Il y a, disons, les victimes sont a priori de mauvais témoins. Parce que, comme il s'agit de montrer qu'une caractéristique prohibée a eu un effet dans un processus sélectif, il faut pouvoir observer, bien sûr, disons, le dossier, tous les éléments qui caractérisent l'aptitude des différents candidats à ce processus. Quand on est, par exemple, on cherche un logement ou on cherche un emploi, on connaît son dossier, mais on ne connaît pas le dossier des autres candidats. Et donc, on n'est pas forcément bien placé pour dire j'ai été discriminé. Euh, Peut-être qu'il y a des aptitudes des autres candidats que j'ai pas considérées qui font qu'effectivement un autre a été préféré à mon propre dossier. Voilà, donc les discriminés sont, disons, de mauvais témoins potentiellement. Et les discriminants eux-mêmes, constituent aussi une mauvaise source d'information parce que de deux choses l'une, hein, soit ils sont conscients de discriminer, et il y a effectivement des théories, notamment des théories économiques, dans lesquelles les discriminants sont des discriminants conscients, et s'ils sont conscients, ben, évidemment, on ne peut pas les interroger parce qu'alors, s'ils disaient j'ai discriminé, ben, ils s'avoueraient coupables d'un délit. Et dans ces cas-là, ben, ils releveraient en fait d'une sanction. Ils prendraient le risque de recevoir une sanction pénale. Et évidemment, donc c'est de nature à fausser complètement la collecte des observations. Ou bien, ils sont pas conscients. Il y a aussi des théories, notamment les théories psychologiques, des discriminations, hein, qu'on appelle les discriminations implicites, dans lesquelles les discriminants ne sont pas conscients. Ils utilisent des stéréotypes, mais presque à leur insu. Et dans ces cas-là, évidemment, les interroger, c'est pas une bonne idée, parce que quand on les interroge, s'ils sont pas conscients, ils vont être dans le déni, et ils seront légitimement, disons, dans le déni de l'acte de discrimination. Et donc au total, la discrimination, c'est très particulier, c'est un domaine très particulier parce que on peut ni interroger les victimes, ni les coupables. Et donc comment est-ce qu'on fait pour constituer pour établir en fait, pour observer une discrimination? Alors donc c'est déjà a priori très compliqué, mais en plus, si on veut vraiment mesurer le phénomène
en mobilisant des données individuelles, si on veut chiffrer afin d'interpréter le phénomène, eh bien, il va falloir mobiliser des données particulières qui sont celles qui portent sur les critères de discrimination. Et en fait, la plupart des critères, sauf l'âge et le sexe, hein, ne figurent dans aucune source de données administratives, ce qu'on appelle les données de gestion, ou encore le big data, hein, ne permettent pas de documenter ni le sentiment religieux, ni l'état de santé, ni les préférences partisanes, et heureusement, hein. Euh, et donc, on a aussi un problème d'accès aux données ou un problème de mesure dans ce domaine. Alors, c'est pour ça que c'est un domaine dans lequel il y a des outils de mesure très spécifiques, très particuliers. Donc, à ma connaissance, il existe au moins trois ensembles d'outils qui permettent de chiffrer des discriminations, donc d'objectiver les phénomènes. Il y en a deux qui relèvent de l'expérience des personnes discriminées. Il y a d'une part donc ce qu'on appelle les signalements spontanés, notamment toutes les statistiques produites chaque année par le Défenseur des droits qui exploite les signalements, les alertes effectuées par des personnes, les dossiers de réclamation. Donc c'est euh, au travers des cellules d'écoute, des plateformes nationales d'écoute comme le 3928 ou le www.antidiscrimination.fr. Et c'est vrai avec toutes ces réclamations, le défenseur des droits est en capacité, chaque année, de pouvoir hiérarchiser les domaines ou les critères qui font l'objet du plus grand nombre de réclamations. Et donc, il y a des statistiques annuelles sur la hiérarchie des critères qui sont comme ça diffusées par le défenseur des droits. C'est des statistiques assez volatiles d'une année sur l'autre, hein, mais c'est effectivement une source d'information tout à fait, a priori, pertinente, hein. C'est des signalements spontanés faits par les personnes. Il y a une deuxième famille d'instruments de mesure, c'est ce qu'on va appeler des signalements sollicités. En général, c'est des chercheurs qui vont construire une enquête ad hoc à partir de rien et qui vont administrer cette enquête auprès de victimes potentielles. Ça peut être des étudiants, par exemple, ça peut être la population générale, ça peut être les salariés d'une entreprise. Et ils vont donc recueillir, enfin, solliciter la parole des personnes, leur expérience, leur ressenti, donc, sur des faits dont ils ont été soit victimes, soit témoins. Ces enquêtes de victimation, elles sont effectivement importantes. Les sociologues en France, en particulier, hein, utilisent principalement cette ressource, notamment les enquêtes trajectoire et origine ou l'enquête virage. Donc les collègues de l'INED ou de l'INSEE utilisent ce type de données de façon privilégiée. Et puis, il y a une troisième approche possible qu'on appelle donc le test par correspondance, hein, test de situation ou testing couramment, donc qui est une méthode qui produit des données individuelles de façon expérimentale. C'est la grosse différence, c'est que c'est une approche expérimentale et non pas observationnelle. Les données expérimentales n'ont pas la même nature que des données observationnelles. Les données sont issues d'une expérience qu'on va construire de toutes pièces, hein, dans lesquelles on va fabriquer deux candidats fictifs, semblables en tout point, sauf sur la base d'une caractéristique qui les distingue. Et on va envoyer ces deux candidats fictifs en réponse à un grand nombre d'offres d'emploi ou un grand nombre d'offres de location de biens immobiliers, hein. Et on va construire des bases de données pour essayer de voir s'il y a des régularités dans les pénalités subies par le candidat fictif potentiellement discriminé qu'on a construit de toutes pièces, hein. Donc c'est une méthode de construction de données individuelles qui est assez satisfaisante sur le fond parce qu'elle permet effectivement de raisonner vraiment toutes choses égales par ailleurs et d'identifier, hein, c'est ça le maître mot, d'identifier l'impact spécifique d'une caractéristique dont on souhaite mesurer l'effet, par exemple un homme, une femme, un noir, un blanc, une personne dont le patronyme ou le prénom évoque une origine d'Afrique de l'Ouest ou une origine franco-française. Voilà, on peut faire ce type de comparaison avec ces tests par correspondance. Et depuis le début la fin des années 90, disons, on a, avec la généralisation d'Internet, ces méthodes se sont considérablement développées, hein, et la littérature qui les utilise s'est considérablement développée dans le monde entier, hein. Ce sont des milliers d'études qui aujourd'hui utilisent ces méthodologies de tests par correspondance.
qui sont donc dans les communautés scientifiques internationales souvent mises en avant comme étant de fait une méthode de référence, hein, au même titre que les enquêtes de victimation, et c'est des méthodes assez complémentaires en fait pour objectiver des discriminations. Alors, si on regarde ce que donne l'application de ces méthodes en France, depuis le début des années 2000, hein, on a eu les premiers testings un peu systématiques sur le marché du travail pour le critère de l'origine. Mais en fait, on trouve des testings de discrimination bien antérieurs aux années 2000, hein. La première publication dans une revue scientifique internationale, c'est 1992. C'est un article qui porte sur le handicap et les discriminations dans l'accès au logement à l'encontre des personnes en situation de handicap. Donc, on est en 2025, hein, on a donc plus de 30 ans, hein, de résultats de testing en France, hein, et plus de 50 ans de résultats de testing dans le monde entier. Il y a des tests qui ont été faits en Australie dans les années 70, en Grande-Bretagne dans les années 60, hein, donc il y a une littérature assez considérable sur ces testings. Si je regarde uniquement la France, et donc sur la France, on est depuis, disons, le premier test le test de la DARES avec la méthode du BIT en 2006. On a donc uniquement sur le critère de l'origine ethno-raciale et dans le domaine de l'accès à l'emploi, qui sont le critère domaine le plus traité par l'ensemble des études, on peut recenser, hein, depuis 2006, donc sur les 20 dernières années, bah, de l'ordre d'une vingtaine d'études de portée scientifique qui ont utilisé la méthode du testing en France. Et là, vous avez sur le graphique, hein, les résultats de chacune de ces études. Le résultat central, il est exprimé en écart de taux de succès relatif des deux candidats. On prend le candidat de référence, on regarde quand il envoie 100 réponses à des offres d'emploi, combien de fois il a des réponses positives, combien de fois il est invité, encouragé à aller plus loin, notamment il est invité à un entretien d'embauche. Euh, donc ça, c'est le taux de succès des candidats. Et on compare le taux qu'on appelle dans la littérature le callback rate, et on compare le taux de succès d'un candidat de référence avec un candidat potentiellement discriminé. Là, à chaque fois, dans toutes ces études, ici, c'est le critère qu'on a pris, c'est une origine d'Afrique du Nord, qui est la plus testée dans les tests par correspondance en France. Euh, et donc, on distingue simplement les candidats par la consonance des noms et prénoms. Et on voit que, donc là, on calcule des pénalités relatives, c'est-à-dire on prend la différence absolue, puis on la rapporte, on la divise par le taux de succès du candidat de référence pour avoir la pénalité en pourcentage. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans toutes les études, il y a des différences importantes, hein, dans la mesure de la pénalité relative d'une étude à une autre. Et c'est normal parce qu'elles n'ont pas toujours testé le même domaine professionnel, les mêmes métiers. Parfois c'est un métier, parfois c'est deux, trois métiers. Donc elles sont très partielles. Mais ce qui est évident, c'est il y a aucune étude sur les 20 dernières années qui n'ait pas trouvé de pénalité significative à l'encontre du candidat potentiellement discriminé, qui ne se distingue du précédent que par la consonance de son nom et de prénom, donc, par exemple par une ascendance marocaine ou algérienne ou tunisienne. Et, euh, et donc, ce que l'on voit aussi, c'est que la pénalité moyenne, si on fait la moyenne de toutes ces études, ben on est quelque part autour de 40-50% de différence relative. 40-50% de pénalité, ça signifie que le candidat potentiellement discriminé va devoir, sur le marché du travail, en moyenne, effectuer deux fois plus d'efforts que le candidat franco-français pour obtenir le même résultat. Et le même résultat quantitatif, quoi. Donc ça, c'est ce que nous disent les études en moyenne sur la situation en France. Au passage, c'est pas très différent de ce que nous disent les études dans d'autres pays. On peut faire des comparaisons internationales. C'est pas toujours les mêmes échantillons de profession, c'est pas les mêmes protocoles, mais on voit que enfin tous les pays sont exposés aux discriminations à l'encontre de leur minorité. Et donc ça, c'est un fait, disons, régulièrement, hein, mis en avant dans la littérature. Ça, c'est le critère de l'origine. Si on regarde la littérature sur le critère du genre, on n'a pas du tout les mêmes résultats, la même histoire. Le critère du genre, c'est
pas un critère qui fait l'objet d'une pénalité systématique sur l'ensemble des professions testées. En fait, les études montrent qu'il y a des professions dans lesquelles les femmes vont être pénalisées, mais il y a aussi des professions dans lesquelles les hommes peuvent être pénalisés, et puis il y a beaucoup de professions qui sont neutres au genre. Donc, en matière d'accès à l'emploi, les femmes ne sont pas concernées par une pénalité systématiquement négative. Par contre, dans les carrières salariales, là, on a une littérature absolument considérable. En France, comme dans tous les pays où on a fait des études, hein, il y a effectivement un fait très solide d'une pénalité subie par les femmes dans leur carrière, hein, une pénalité salariale donc sur lesquels il y a beaucoup de travaux d'explication, d'interprétation. C'est pas notre objet, mais simplement je pointe le fait que les pénalités dans l'accès à l'emploi n'ont pas un caractère systématique pour les femmes. Par contre, les pénalités salariales ont un caractère systématique, généralisé. Ouais, c'est un constat, disons, de la littérature. Et si on regarde un autre critère, le critère de l'adresse, une adresse en quartier prioritaire ou une adresse dans une commune, un quartier défavorisé, là aussi, on a encore une histoire différente. Les tests de l'adresse, ils existent depuis la première moitié des années 2010. Les premières études disaient il y a des pénalités subies en raison d'une adresse en quartier prioritaire, notamment. Et depuis la deuxième moitié des années 2000, les études peinent à mettre en évidence une pénalité associée à l'adresse. Il y a beaucoup de travaux qui en fait ne parviennent pas à trouver une pénalité significative associée à une adresse en quartier prioritaire. Et ça coïncide aussi avec le déploiement des emplois francs à partir de 2018, hein, un dispositif de politique publique qui va donner de la valeur marchande à une adresse en quartier prioritaire aux yeux de l'employeur, parce que s'il signe un CDD ou un CDI, il va pouvoir bénéficier d'une subvention qui peut être enfin, non négligeable depuis avril 2018 et jusqu'à une période récente. Ça a été, les emplois francs ont été suspendus. Et donc, on a en tout cas des difficultés à mettre en évidence une pénalité associée à l'adresse. Donc voilà un panorama rapide de la littérature hein, sur ce que nous dit la littérature. Alors, on a aussi un autre point intéressant, c'est que il y a des protocoles qui sont répétés dans le temps depuis 2014 en France. Hein. C'est le protocole Desperado qui tous les 2 ans est répété. On fait le même type de test. Et on fait des tests pour des cadres administratifs et pour des aides-soignants, donc 2 domaines professionnels. Et ces tests portent sur le critère de l'origine d'une part et sur le critère de l'adresse d'autre part. Et là, sur ces graphiques, vous avez les taux de succès des candidats. En haut, vous avez les taux de succès les écarts de taux de succès en fonction de l'origine. En bleu, vous avez le candidat franco-français. En orange, vous avez le candidat dont le nom et le prénom évoquent une origine maghrébine. Et puis en bas, vous avez les candidats se distinguent uniquement par leur adresse. Et là, ça exprime assez bien ce que je disais. En fait, on voit avec des tests répétés, avec un protocole invariant, que malgré l'amélioration du marché du travail, qui a plutôt augmenté les taux de succès des candidats, on constate un écart persistant entre ces candidats en France. Hein. Donc, il y a des pénalités subies par des personnes d'origine maghrébine, mais c'est le cas aussi des personnes d'origine d'Afrique de l'Ouest hein, qui sont confrontées à des niveaux de pénalité qui sont comparables. Et on voit que ces pénalités même si le taux de succès augmente puis diminue, ça c'est la conjoncture récente du marché du travail, eh bien les écarts de taux de succès restent constants, importants. Donc le constat qui pour nous se dégage de ces données, c'est que la discrimination persiste, elle existe, elle est forte, la discrimination en raison de l'origine, elle est forte et elle persiste malgré tous les efforts des politiques publiques hein, déployés par à la fois l'action publique et l'action privée dans ce domaine. Par contre, l'adresse, on voit que l'adresse, au début de période, on mettait en évidence peut-être certains écarts, mais en fin de période, on n'a plus ces écarts, voire les écarts se retournent, et donc on a du mal à mettre en évidence un effet de l'adresse. Voilà. Si je veux encore dire quelque chose sur l'état de la recherche sur les discriminations, c'est que
En gros, il y a trois ensembles de travaux. Il y a des travaux qui, les plus répandus, mesurent des discriminations et disent, oui, selon tel critère, on trouve de fortes discriminations. Donc, on peut comme ça hiérarchiser les critères, hein, donc confirmer ou pas les constats du défenseur des droits chaque année. Euh, et donc, on a un développement des méthodes de mesure, hein, qui existent, des outils de mesure et des résultats. On a un deuxième ensemble de travaux qui est peut-être moins important quantitativement. C'est des travaux qui veulent interpréter les causes des phénomènes. Il se trouve, hein, ça aussi, ça doit être dit, il y a plusieurs théories des discriminations. On a plusieurs mécanismes explicatifs et c'est vraiment important de les distinguer parce que l'action de politique publique n'est pas la même selon que on parle d'une discrimination associée aux préférences, hein, le racisme, le sexisme, l'agisme, à une discrimination liée à l'information. Par exemple, il y a des coûts cachés pour l'employeur à embaucher une femme plutôt qu'un homme parce qu'il y a un risque de maternité. Or, si maternité il va y avoir plus de coûts pour l'entreprise. Donc, je vais préférer ne pas embaucher une femme et j'ai préféré un homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination par l'information, discrimination statistique. Et puis, il y a la discrimination implicite, inconsciente, qui elle aussi relève d'autres mécanismes et ne peut pas être combattue de la même façon. Voilà. Et puis il y a un troisième ensemble de travaux qui, lui, est beaucoup plus petit en taille, je dirais hélas, parce qu'il est, dans le fond, il recouvre des enjeux beaucoup plus importants pour l'action publique. C'est les travaux d'évaluation de politiques de lutte contre les discriminations. D'évaluation, alors au sens où on l'entend, hein, une évaluation rigoureuse, contrefactuelle, hein, dans lesquelles on apporte effectivement une preuve empirique forte de l'efficacité d'un dispositif. Et en fait, il y a très peu de travaux d'évaluation. Alors, autant les travaux d'évaluation se sont développés dans beaucoup de domaines, mais dans le champ des discriminations, il y en a finalement assez peu, hein. On connaît la célèbre étude de Cote et Loury et l'autre de Goldin et Rouse qui utilisent des paravents pour sélectionner des musiciens. En France, ben, on peut citer l'évaluation du CV anonyme, mais il y a assez peu d'autres études dans ce domaine. Donc il y a une espèce de paradoxe des discriminations parce que l'arsenal de l'action publique et privée et se développe considérablement. On signe des chartes, on donne des labels, on fait des classes préparatoires intégrées, on a beaucoup de communication aussi autour des discriminations, hein. Euh, mais en pratique, bah, les actions sont pas ou peu évaluées de façon rigoureuse, donc on ne sait pas dire ce qui marche pas, et donc ça c'est une caractéristique un peu du domaine. Euh, donc, voilà, c'est ce que je disais. Il y a très peu, il y a beaucoup d'actions, très peu d'évaluations. Ben, les évaluations, il y en a une sur le CV anonyme. Euh, Nous, dans notre équipe, on a fait une évaluation des emplois francs avec des méthodes de testing et on a fait aussi une évaluation du courrier d'alerte du défenseur des droits aux agences immobilières, donc dans le domaine de l'immobilier. Là, on a une étude hein, qu'on appelle Mikado qui effectivement a montré que une menace crédible pouvait avoir un effet sur les comportements. Donc trop peu d'évaluation. C'est dans ce contexte qu'on a construit un projet qu'on a appelé Diadème pour dispositif innovant anti-discrimination, expérimentation multisite et évaluation. Voilà. On aime bien faire des jeux de mots avec les acronymes des projets de recherche. Donc c'est le projet Diadème. Le projet Diadème, on l'a fait avec deux ensembles d'expérimentateurs. D'une part, la mission locale de Chambéry. D'autre part, l'association régionale des missions locales de la région PACA. Et il se trouve que ces deux ensembles d'entités, disons, avaient fait le choix de déployer un dispositif de formation à destination des recruteurs. Et quand le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse a fait son appel à projet sur les discriminations, il a identifié ces deux
ces deux acteurs comme ayant des projets comparables. Et puis, il nous a proposé donc d'évaluer ces deux ensembles d'actions. Et on a été comme ça apparié par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui souvent met en relation une équipe de chercheurs d'un côté et des expérimentateurs de l'autre côté. Et donc, nous, on a été binômés par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse pour évaluer les actions, les expérimentations lancées par ces réseaux de missions locales. Et de quoi il s'agit? C'est en fait quelque chose d'assez proche des actions de formation qui ont un caractère obligatoire pour les grandes entreprises, hein. Aujourd'hui, c'est des actions de formation sur une demi-journée qui ont un fort contenu juridique, où on va expliquer ce que sont les discriminations. On insiste sur le cadre légal et réglementaire, jurisprudentiel de prohibition des discriminations et sur comment organiser concrètement un recrutement conforme au principe d'égalité. Et en fait, on s'est dit qu'on allait évaluer cette action-là. Comment est-ce qu'on fait pour faire ce type d'évaluation? On va on va comparer fondamentalement des entreprises, des recruteurs qui reçoivent l'action de formation à des recruteurs de mêmes caractéristiques qui n'ont pas bénéficié de l'action de formation. Et ce qu'on va faire, c'est on va construire un échantillon d'entreprises volontaires pour bénéficier de l'action, et on va aller chercher, construire un échantillon d'entreprises qui ont les mêmes caractéristiques en termes de taille, de secteur d'activité, de localisation, euh, mais qui ne vont pas bénéficier de cette euh, mesure, de l'accompagnement, de la formation. Et l'idée, ça va être de faire des tests, donc des méthodes de testing. On va envoyer des fausses candidatures à chaque entreprise, aux recruteurs qui vont être concernés par l'action de formation. On va les envoyer avant, à peu près au même moment dont les entreprises testent les témoins. Et puis, l'action de formation va se dérouler et on va refaire une vague de tests après. Et on va regarder s'il y a des différences entre avant et après qui seraient différentes entre les entreprises traitées, qui ont reçu la formation, et les entreprises non traitées. Donc on est vraiment dans une démarche expérimentale, disons assez canonique, hein, où le traitement est donné à un groupe mais pas à l'autre, et on vérifie s'il y a des variations dans des variables de résultats qui nous intéressent, en l'occurrence la propension à discriminer telle qu'elle est révélée par un test par correspondance, et on voit s'il y a des différences de traitement. Et là, euh, le premier test est fait juste quelques jours avant que l'accompagnement ait lieu, et le deuxième test, lui, on l'a fait 3, 4 mois plus tard. Donc au total, il y a 5 mois d'écart entre la première mesure et la deuxième mesure. Donc on regarde les effets, pas les effets immédiats de l'action de formation, ni les effets de long terme, mais disons des effets de court moyen terme de l'action de formation. Est-ce que quelques mois après la formation, est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé? Voilà en quoi ça consiste. Et puis, euh, pour le test lui-même, on fait un test par demande d'information. Des candidats fictifs vont solliciter directement les entreprises et ils vont leur poser la question, est-ce qu'il existe un métier, un poste vacant disponible dans mon domaine professionnel, dans l'entreprise, avec un message du type, Bonjour, je souhaiterais candidater à un emploi dans votre entreprise, je suis secrétaire, pouvez-vous m'enseigner sur les possibilités et la personne à contacter? En vous remerciant d'avance des informations que vous pouvez me transmettre très cordialement. Et là, on va signer avec un nom et un prénom qui suggèrent une origine maghrébine, par exemple Jamila Cherfi. Et de l'autre côté, on va signer le même type de message avec un nom et un prénom qui suggèrent une origine franco-française, par exemple Emma Dubois. Et donc, vous avez le protocole, hein. Au total, on a 69 entreprises qui ont été testées et on a 209 entreprises témoins. Donc, c'est des échantillons de petite taille, mais chaque test a une valeur intrinsèque et donc on prend en compte quand même un grand nombre de tests, hein. Au total, on a près de 300 tests qui vont être réalisés à des fins de comparaison avant et puis également après. Et voilà, au total, dans la mission PACA, on va avoir au total, oui, ça c'était pour la mission Chambéry, mais au total, on en a 202 traités et on compare à 606 témoins.
Les données ont été collectées alors, entre juin 2019 et mai 2023. On a commencé cette opération un peu avant la crise sanitaire, puis on l'a interrompue pendant, et on a l'échantillon porte sur des entreprises qui ont été testées 2 fois, donc avant-après, et de façon satisfaisante. Et on utilise des adresses de coût électroniques génériques, hein, et parfois de personnes physiques qui ont un rôle dans le recrutement dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Euh, Bon, je vais aller vite, hein. En fait, on constate qu'il y a des différences de traitement avant. Voilà, le nombre de réponses positives pour les candidats d'origine française, donc dans les entreprises qui vont subir le traitement, il est de 46,9% de réponses positives. Par contre, pour les candidats qui ont un nom qui se distingue par un nom et un prénom d'origine maghrébine, il est de 35,7 points de pourcentage. Là, il y a une différence de 11,27 points. Et donc, cette différence, elle est statistiquement significative au seuil de 5%. Et puis, on va trouver une différence d'à peu près la même ampleur dans les entreprises qui ne sont pas, qui vont pas bénéficier de la formation, 13,6 points d'écart. Donc avant, on a des discriminations pour les recruteurs qui vont être testés et pour les autres. Et d'ailleurs, c'est un peu logique puisque on n'a pas déployé de traitement. Et bon, on constate qu'effectivement, il y a des différences, hein, des pénalités qui existent, qui ont un caractère systématique dans les entreprises, testées ou pas. Puis 5 mois plus tard, on refait le même type de test. Et ce qu'on constate, c'est que bon, globalement, les taux de succès ont diminué. Et la conjoncture est peut-être différente au moment où on refait le deuxième test, mais on trouve toujours des écarts statistiquement significatifs qui sont, oui, d'assez forte ampleur, hein, de 13 points d'écart dans les groupes traités, et on a 7 points d'écart dans le groupe non traité, mais bon, la différence entre 13 et 7 n'est pas statistiquement significative. Donc, ce que nous dit, c'est que on a des différences avant, on a des différences après, et on n'a pas de double différence, hein, avant-après. Non, les entreprises semblent avoir la même propension à discriminer avant et après. Donc, ça, c'est un peu le résultat brut, mais on a fait beaucoup de traitements statistiques complémentaires. On fait ce qu'on appelle des estimations en triple différence, hein. Là, vraiment, on se fait plaisir parce qu'on aime bien aussi faire ce type d'exploitation statistique, hein. Et ce qu'on met en évidence avec tous les traitements, toutes les vérifications statistiques possibles, c'est qu'il y a des différences, hein, avant le traitement et des différences après le traitement, dans le groupe test comme dans le groupe témoin, et qu'il n'y a pas de différence, je dirais de différence entre euh, le groupe témoin et le groupe test, hein. Donc ça nous laisse à penser que le traitement n'a produit aucun effet visible, détectable en tout cas, sur l'ampleur des discriminations, hein. Donc on fait, j'ai dit, beaucoup de tests complémentaires qui permettent d'asseoir ce résultat, hein. Donc des tests, des traitements statistiques, économétriques qui font qu'effectivement on met en évidence le fait qu'il y a une discrimination avant et une discrimination après, et que ça a été pas ou peu affecté par l'action de formation. Donc, cette étude, elle est intéressante parce que elle existe dans un domaine où il y a très, très peu d'études, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, 4 mois après la formation, il semble pas qu'il y ait de différence dans les comportements des recruteurs, hein. Alors, attention, ça veut dire, ce qu'on montre, c'est que ce traitement-là, là où on l'a testé, produit des effets, mais on ne sait pas dire, enfin ne produit pas d'effet, mais on ne sait pas dire si c'est un problème associé à la nature du traitement, en l'occurrence une action de formation avec un fort contenu juridique, et non pas par exemple psychologique. C'est pas une formation sur les pièges des stéréotypes, une formation à dominante psychologique. On sait donc que cette action de formation n'a pas produit d'effet. Est-ce que ça vient de la nature du traitement ou est-ce que ça vient de l'intensité? On pourrait imaginer, par exemple, une formation, non pas d'une demi-journée, mais d'une journée ou de 2 jours, qui serait peut-être plus fréquente ou qui a un caractère obligatoire, pourrait potentiellement modifier les comportements. Donc il y a toujours un problème. Est-ce que ça vient de la nature du traitement ou est-ce que ça vient de l'intensité?
on a proposé un médicament, une thérapie. On constate que la thérapie modifie pas la pathologie, en l'occurrence l'exposition aux discriminations. Est-ce que ça vient de la posologie, des ingrédients qu'on a mis en œuvre, ou est-ce que ça vient du dosage du traitement? Ça, on sait pas le dire. Mais a priori, en tout cas, ce qu'on met en évidence, c'est que une formation recrutée sans discriminer d'une demi-journée, c'est pas de nature à modifier radicalement les comportements. Et il se trouve que c'est ce type de formation qu'on déploie dans l'ensemble des entreprises, hein, qui a un caractère obligatoire aujourd'hui en France, hein. Donc, est-ce que c'est un problème nous, on pense que ce n'est pas un problème de taille. On est bien en mesure de détecter les discriminations. On en détecte avant, on en détecte après. On ne détecte pas de variation dans ces discriminations. Donc, on se dit qu'il y avait un problème dans le traitement ou l'intensité du traitement. Monsieur Lortier, Voilà. on Eh a bien, pas je mal vous de questions à remercie. vous. Merci beaucoup pour votre intervention. J'arrête. Colline, je crois qu'on a beaucoup de questions. Euh, pour essayer de rester dans le timing, je vous demanderai, Monsieur Lortier, d'être concis dans les réponses. Je sais le faire aussi, vous allez voir. Merci. Il y avait une première question, mais du coup, je pense qu'on pourra plutôt la poser à Chloé après sa deuxième intervention. Il y avait une question sur le critère de l'origine. Est-ce qu'il y a des études qui ont analysé d'éventuelles différences entre secteur d'activité et niveau de qualification des postes, suite notamment à des retours d'entreprises, de représentants d'entreprises lors de résultats de l'enquête Mélodie? Monsieur Lortier, est-ce que Oui, ça... je réponds si vous voulez. Donc, sur la hiérarchie des pénalités, il y a des études effectivement qui mesurent des pénalités différentes selon l'origine. Ce qu'on met en évidence, c'est que les candidats originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest sont les plus pénalisés sur le marché du travail, sans qu'on puisse dire vraiment qui est le plus pénalisé qu'un autre, mais il y a plutôt une pénalité un peu plus forte pour l'Afrique de l'Ouest, je dirais. Par contre, les candidats asiatiques ou européens ont des niveaux de pénalité plus faibles dans l'ensemble des professions qui ont été testées. Pour le secteur d'activité, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de répondre à cette question-là. On ne sait pas s'il y a plus de discrimination dans l'agriculture que dans l'industrie, dans les services que dans l'industrie. Euh, Par contre, on a fait des études sectorielles, on a commencé à en faire. Nous, on a fait par exemple une étude sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et à chaque fois qu'on a ciblé un secteur d'activité, donc en prenant plusieurs professions dans le secteur d'activité, on met en évidence le fait qu'il existe des discriminations. Donc, a priori, il n'y a pas de secteur qui serait spontanément abrité du phénomène, et en particulier le secteur public n'est pas globalement étanche aux discriminations. Il est exposé comme les autres secteurs. On a des preuves statistiques de discrimination dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État aujourd'hui. Sur le niveau de qualification, ça reste un peu discuté parce que il y a eu des collègues qui ont fait des travaux qui montraient qu'il y avait plutôt une baisse des discriminations avec l'augmentation du niveau de qualification. Nous, on n'est pas complètement raccord sur ce constat-là. On a l'impression que dans nos protocoles, que plus le poste est qualifié, plus il va être exposé à un niveau élevé de discrimination. Plus le salaire est élevé, si c'est un poste en CDI plutôt qu'en CDD, un poste à temps complet plutôt qu'à temps partiel, tout ça, c'est de nature à augmenter les discriminations. Donc il y a un lien entre sur la qualité du poste et le niveau de qualification, voire le niveau hiérarchique et l'exposition aux discriminations. Mais en toute rigueur, on n'a pas encore d'études vraiment absolument sérieuses qui auraient adressé de façon, enfin, qui auraient répondu à cette question de façon absolument fiable. Voilà, c'est tout. Il y avait deux remarques, commentaires, questions sur le format. Est-ce que une demi-journée de sensibilisation, c'est suffisant? Voilà. Est-ce que vous avez une réaction Euh, par rapport à ça? Nous, on évalue une action et on modifie pas l'action. Donc l'action, c'est telle qu'elle a été déployée par les. Et souvent, les actions de formation dans le domaine des discriminations sont sur une demi-journée, hein. Donc oui, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est le contenu? Donc ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ça, on peut le prouver. Et est-ce que ça vient plutôt de la nature de l'action, du contenu de la formation ou de la durée de la formation? Je dirais c'est sans doute un peu des deux en fait, hein. Les actions de formation, on pourrait questionner davantage leur contenu.
Parce que si c'est des personnes qui pensent qu'elles ne discriminent pas, elles ne sont pas concernées par le type d'action. Et donc, elles vont continuer à discriminer après la formation. Donc, il faut aussi expliquer aux personnes qu'elles peuvent être discriminées à leur insu. Et ça, c'est pas tout à fait des actions de formation juridiques, c'est plutôt des actions de formation avec une dimension psychosociologique qui pourra le faire. Donc ça peut être une discussion, mais il y a aussi bien sûr l'intensité de la formation. Est-ce qu'une formation ponctuelle, une fois dans sa vie professionnelle, est-ce que ça suffit? Non, sans doute pas. En fait, plus on est impliqué dans les recrutements, plus il faut être bien formé au piège des stéréotypes pour pouvoir effectuer ces recrutements. Enfin, c'est tout. Je reprends encore une question avant qu'on enchaîne, puisqu'on a pris déjà pas mal de retard. Euh, Il y a Madame Mathieu qui revenait sur vos propos de juste avant et qui demandait enfin, qui s'interrogeait sur l'accueil des stagiaires de troisième ou de seconde en entreprise. Euh, si du coup ce que vous disiez sur les critères d'origine, etc. juste avant, c'était retransposable. Ouais, nous, on a fait des tests sur les stages de troisième et on a trouvé des résultats assez étonnants, en fait. Qu'on a même, on n'est même jamais parvenu à publier parce que c'était trop étonnant. Mais ces résultats sont plutôt robustes. Alors, ce qu'on trouve, c'est que des indices de qualité de la candidature sont de nature à plutôt réduire les discriminations. Alors, c'est-à-dire que typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des candidatures de stage de troisième, pour les stages de troisième. Un jeune qui a un nom et un prénom suggérant une origine d'Afrique du Nord, plus il habite dans un quartier prioritaire, plus il fait des fautes d'orthographe dans sa demande, ce jeune-là qui cumule a priori plein de caractéristiques négatives va avoir au final plus de chances d'avoir un stage de troisième dans une petite entreprise qu'un jeune qui n'aurait pas ces caractéristiques-là. Le stage de troisième, c'est pas tout à fait un recrutement comme un autre, hein. Ça peut être je veux aider quelqu'un, je vais donner une chance à quelqu'un, et parfois il y a des logiques très compassionnelles qui sont en œuvre, et je vais pouvoir privilégier peut-être un candidat qui me paraît très éloigné, enfin avoir peu de chances d'insertion, parce que c'est comme ça que mon offre va être la plus efficace, elle va transformer le plus sa vie à lui, quoi, en fait. Donc, les résultats qu'on trouve, c'est parfois donc des résultats inverses des discriminations positives, si on veut, et on peut les expliquer par les spécificités du stage de troisième. Mais quand on teste les mêmes entreprises avec des stages plus longs ou pour des réponses à des offres d'emploi, on retrouve les critères et le fonctionnement classique du marché du travail, avec les pénalités associées à l'adresse, à l'origine et par exemple aux fautes d'orthographe. Merci, Monsieur Larty. Il y avait aussi une question sur l'IA, mais je pense que si on se lance dedans, on va jamais s'arrêter. Donc, je propose qu'on puisse continuer, même si on a bien noté la question. Oui, du coup, merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Lorty. Et effectivement, elle soulève beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir à la fin ou éventuellement, mais bon, dans tous les cas, il y aura un second webinaire qui peut-être répondra en partie aussi à certaines questions, notamment sur élargir un petit peu de tout ce qui est sensibilisation et construire des politiques publiques avec différents formats, différents acteurs. Et on vous encourage à y participer si vous en avez la possibilité. Et donc, je donne tout de suite la parole à Chloé. Si tu es prête. Ah, je suis prête. Je vais aller un peu plus vite que prévu pour tenir le timing, mais comme je vous disais, voilà, il y a beaucoup de ressources sur le site, donc vous pourrez revenir dessus. Euh, sur cette partie-là, on voulait vous parler un peu des outils, des postures, des approches et puis des types de sujets qu'on peut traiter. Donc, il y a des choses qui nous paraissent assez structurantes. En 2023, on a publié un mode d'emploi, donc quelque chose de très opérationnel sur comment est-ce qu'on intègre la diversité et l'inclusion dans le management, puisqu'on l'a vu en introduction, aujourd'hui, les managers de proximité, et il y avait une question sur les TPE-PME, quand on n'a pas de poste dédié, en fait, ce sont vraiment des relais, des personnes ressources qui vont pouvoir accompagner la prévention des discriminations au travail. Donc, il y a vraiment un enjeu de mobilisation et d'accompagnement du management. Donc,
On a, côté employeur, énormément de raisons d'agir pour prévenir les discriminations au travail et promouvoir la diversité et l'inclusion. Donc, on a des enjeux de marque employeur, de mixité des métiers, sans parler nécessairement uniquement de mixité de genre, mais aussi de mixité des cultures, des origines, de différentes expériences de vie. Des enjeux sur la qualité de vie au travail, sur la cohésion des équipes, évidemment, puisque il y a il y a des études très intéressantes sur la gestion des conflits et on est en plein dedans sur les sujets diversité et inclusion. Il y a évidemment le principe de justice sociale et après, il y a des enjeux économiques dans le sens où ça permet vraiment, lorsqu'on conçoit des produits, des outils, des services, quand on a un collectif de travail qui est diversifié, qui sait travailler ensemble, etc., de potentiellement prendre en compte et anticiper les besoins des utilisateurs et utilisatrices à qui on destine nos services. Donc, en termes, et j'aimerais insister sur une dimension qui est celle des compétences. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, 2023, nous, on ne savait pas dire, par exemple, ce que ça voulait dire être un manager ou une manager inclusive. Donc, on a fait un focus group avec 200 managers et on leur a demandé de classer les différentes compétences qui leur paraissaient être les plus importantes pour être un ou une manager inclusive. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a 6 compétences parmi les 40 ou 50 qu'on leur a proposées qui ressortent de manière vraiment importante avec en premier lieu la capacité, la compétence en matière d'écoute. Et donc, dans l'ouvrage dont je vous parlais sur le mode d'emploi, on développe finalement ce que ça veut dire d'incarner ces compétences-là, de les mettre en pratique. Et on a une checklist sur finalement comment est-ce qu'on fait pour vraiment manager de façon inclusive en suivant, en appliquant ces compétences-là. Et ça peut être assez intéressant quand on se pose la question, juste avant avec Yannick, de la formation et l'impact des formations. En fait, il y a une différence entre sensibilisation et formation. Sensibilisation, c'est vraiment réussir à déclencher dans le meilleur des cas, une prise de conscience, mais une formation, normalement, c'est quelque chose qui vous permet d'acquérir des compétences. Et donc, jusqu'à présent, on ne savait pas trop dire ce qu'on cherchait à acquérir en termes de compétences. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut vraiment penser la formation des managers, des équipes qui recrutent également. Et c'est des choses qu'on va pouvoir aller vérifier sur le long terme en termes de justement acquisition, mise en pratique et donc finalement impact des formations. Donc là, je parle bien de formation et pas de sensibilisation. Ensuite, en termes des sujets traités chez nos membres, je vous le disais en introduction, on a vraiment des approches différentes en fonction des besoins, de qui compose le collectif de travail, de s'il y a une implantation internationale ou pas, du niveau de maturité, de si c'est une TPE-PME aussi ou une plus grosse entreprise. Euh, donc, il y a des sujets qui sont traités avec plus de facilité et il y en a qui posent plus questions, voire qui sont invisibilisés. À notre sens, c'est le cas sur le sujet du racisme et de la discrimination raciale au travail. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la discrimination, c'est un traitement défavorable dans l'emploi, dans l'accès à un bien ou un service. Quand on parle de discrimination raciale, c'est une dynamique particulière qui va mobiliser des stéréotypes racistes qui sont basés sur l'origine présumée d'une personne et qui pense être, enfin, qui voudrait être perceptible par l'apparence physique, la couleur de peau, le nom de famille, l'accent, etc. Sans que la personne visée ne soit nécessairement réellement de cette origine. En France, il y a un vrai tabou quand on parle de racisme. On l'a étudié dans un ouvrage donc, sur le racisme et la discrimination raciale au travail, dont je vous mettrai les liens, avec notamment une espèce, et c'est quelque chose qui a été aussi pensé par Patrick Simon, de tabou français de l'origine, où on n'arrive pas, où on ne veut pas poser certains mots sur des expériences, sur des appartenances, etc. Par exemple, on a beaucoup de mal en France à parler, à dire d'une personne qu'elle est noire. On va dire les blacks, les renois. Et donc, on a une linguiste, dont j'ai oublié le nom, mais que je retrouverai, qui a démontré qu'on a plus de 20 façons d'euphémiser
ce mot-là et de contourner finalement le fait d'utiliser le mot noir. Et donc, c'est très difficile dans une société qui se revendique universaliste et qui, du coup, ne verrait pas les couleurs, etc., de lutter contre le racisme, puisqu'en fait, on invisibilise des expériences. Donc, on a travaillé sur les manifestations et les conséquences du racisme au travail. Donc, il y en a évidemment dans le recrutement et Yannick a bien démontré finalement ce qui se jouait à cet endroit-là, mais ça ne s'arrête pas au recrutement. Il y a évidemment des discriminations tout au long de la carrière, dans l'évolution, dans les opportunités qui sont données. Il y a des expériences du racisme dans la relation avec le public ou les bénéficiaires de l'organisation. Et donc là, c'est comment est-ce que finalement l'employeur va aussi intervenir et protéger ses salariés. Et puis dans la vie quotidienne, c'est des expériences de microagressions, de blagues avec des gros guillemets racistes, de commentaires sur les cheveux, etc., où on se sent constamment observé et ramené à une origine réelle ou supposée. Et donc, les conséquences du racisme au travail, ça va être finalement différentes dimensions. Quelque chose qui joue énormément sur la santé mentale, qui va isoler aussi les victimes parce que, en fait, on arrive difficilement à en parler parce qu'on a peur de perdre son travail, de ne pas être cru, de soi-disant se victimiser. On va avoir peur de subir des sanctions, d'être exclu aussi du collectif de travail. Et ça, c'est le cas notamment dans des organisations où on n'a pas un processus d'alerte clair et où on n'a pas rassuré les collaborateurs et collaboratrices sur ce qui allait se passer en cas d'alerte. Il y a aussi voilà, tout ce qui peut jouer en termes d'impact. Donc, je passe très vite sur ça, mais il y a des ressources. Je voulais terminer sur la question, donc revenir un petit peu sur la question de la mesure et surtout de l'impact. Nous, on a conduit un groupe de travail avec nos adhérents et avec deux chercheurs, donc Vincent Arnochap et Malika Mila, sur comment est-ce qu'on évalue l'impact des politiques de diversité et d'inclusion. Et ça nous a amené, donc avec nos membres et avec ces chercheurs, à produire une matrice qui vous accompagne à la fois en termes de méthode et à la fois en termes de posture pour évaluer l'impact de ces politiques. Et c'est quelque chose qui nous semble être extrêmement structurant et donc dont vous pouvez vous emparer pour justement commencer et structurer des actions qui supposent en premier lieu de problématiser le sujet. C'est-à-dire, quand vous avez passé votre phase de diagnostic, que vous avez identifié, par exemple, des différences sur la féminisation de certaines sphères de métier, euh, il convient d'expliciter en quoi est-ce que c'est un problème. Parce que sans ça, vous n'allez pas forcément avoir les bons indicateurs après pour vous dire, OK, ben, on fixe tel point d'observation et on cherche à atteindre telle modification de notre indicateur. Euh, et donc, sur ça, c'est quelque chose qui va à la fois permettre d'établir le point de départ, des points d'observation tout au long de la démarche, parce que chercher à évaluer l'impact à la fin d'une action, vous passez à côté de plein de petites étapes et d'éventuelles actions de correction. Et ça permet aussi de s'entourer donc nous, ce qu'on a appelé une communauté d'enquêteurs et d'enquêtrices, parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'aller enquêter, aller chercher des données, aller mobiliser des acteurs. Donc, c'est vraiment ce travail aussi de mise en relation de toutes les parties prenantes dans l'organisation. Donc, ça peut paraître un peu flou, résumé en 2 minutes, mais je vais vous mettre le lien dans le chat et je vous invite vraiment à mobiliser cet ouvrage-là, surtout si vous voulez structurer des actions dont vous pourrez mesurer l'impact. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le nerf de la guerre sur les politiques diversité et inclusion, c'est comment est-ce qu'on prouve que ce qu'on a mis en place, ça a eu des impacts. Et mesurer l'impact social, c'est pas quelque chose d'aisé. Et donc, c'est beaucoup plus simple de se poser ces questions au début et pas à la fin. Merci beaucoup. Eh bien, merci Chloé pour cette présentation qui effectivement, même si
Elle est très synthétique. Je pense qu'on va pouvoir tous et toutes aller sur les liens que vous allez pouvoir nous transmettre et puis sur votre site internet pour trouver de la ressource et puis compléter du coup ces premiers enseignements. On va maintenant donner la parole à Thomas Suzan, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir témoigner. Donc, je vais le laisser se présenter, mais son association est enfin, son association, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Son entreprise, il est issu du groupe Vitori, donc, dont le siège social est à Audincourt, donc c'est sur Pays de Montbéliard Agglomération. Et je remercie également Maud Petit de l'association, cette fois-ci Idéis, donc qui est responsable RSE et mécénat et qui nous a permis cette mise en lien avec Thomas Suzan, à qui voilà, je laisse la parole pour un petit quart d'heure maximum. À vous, Thomas. Je ferai en sorte de... Vous m'entendez tous? Parfait. Je ferai en sorte de tenir le délai. Déjà, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui me touche à deux niveaux. Donc, déjà par rapport au poste que j'occupe, donc de directeur des ressources humaines du groupe Vittori aujourd'hui, mais aussi en tant que personne qui a grandi et issu donc des quartiers populaires. Donc, le groupe Vittori, en quelques mots, c'est un groupement d'entreprises donc spécialisé dans le bâtiment, donc la rénovation et la réhabilitation, et qui existe depuis 1989, mais qui est issu donc à la base d'un atelier d'électricité fait par Michel Vittori en 1957. Donc en 1989, c'en est issu donc la création de la première structure Vittori et Fils. Puis au fil du temps, on a acquis plusieurs structures pour atteindre aujourd'hui 6 entreprises dans le bâtiment. Ça représente à peu près 200 salariés, basés donc à Audincourt, Besançon, Bar et Port-sur-Saône, pour à peu près, de mémoire, 28 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'interviens sur ce sujet-là euh, pour plusieurs raisons. Déjà, je tiens à rebondir sur ce qui a été dit auparavant. Donc, on parle beaucoup d'équité, d'inclusion, de diversité, de discrimination inconsciente aussi. J'aime beaucoup le terme, j'y reviendrai juste après. Euh, Ces sujets-là, en effet, il a été évoqué le fait que la formation n'est pas une action assez importante pour changer d'habitude. Je suis assez d'accord. Ces changements ne peuvent être effectués au sein de l'entreprise que par une volonté de la direction. Ça commence par là. Donc, l'objectif, c'est de mettre à mal ces actions éventuellement et de définir les actions qui pourraient justement éviter que ça puisse se produire. Ensuite, intervient donc la gestion au niveau des managers de proximité. Ça passe par de la formation, de la sensibilisation, mais aussi du contrôle. Je pense que ce qui manque aussi en interne auprès de certaines structures, c'est cette façon de contrôler les actions mises en place. Pour le coup, au sein du groupe Vitoris, ce qui a été fait, c'est il n'y a pas forcément de problématique au niveau de la mixité, mais dans le monde du bâtiment, il y a un sujet plutôt au niveau de la diversité, mais plutôt au niveau du sexe. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un métier avec beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Et l'objectif, c'était de creuser le pourquoi du comment, justement, et définir les actions correctrices à mettre en place. Aujourd'hui, donc, dans les actions qui ont été mises en place, pardon, ça a été de revoir nos annonces, déjà. On parle beaucoup de marque employeur. Ce qui est important, c'est que les candidats qui puissent se présenter auprès des différentes structures du groupe Vittori n'aient pas de doute sur le fait que leur candidature soit traitée de la bonne façon. Donc, on a essayé donc, de travailler sur la rédaction de nos annonces, sur le traitement des candidatures. Les traitements des candidatures chez nous ne passent que par le service des ressources humaines qui a donc été formé et sensibilisé sur ce sujet-là. L'animation aussi des entretiens de recrutement, forcément. Donc, une fois que la personne a été sélectionnée, donc, au niveau de l'entretien de recrutement, il y a toujours une présence RH, en plus de la présence du manager, pour s'assurer que, justement, chaque candidat et chaque candidate soit traité avec les critères qui ont été donc définis par la direction du groupe. Donc, ça, c'est pour la partie recrutement.
Il y a aussi le fait de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux, ce qui a été très important aussi pour nous. Je pense notamment à EDIS, je pense aussi à l'AGFIP, au Cap Emploi, et je pense que j'ai d'autres acteurs à rencontrer, je pense que je prendrai contact, pardon, avec certaines personnes après ce webinaire, parce que j'ai conscience qu'on peut aller encore plus loin sur certains sujets, et à la lecture aussi des présentations qui ont été faites aujourd'hui pour travailler sur ces différents sujets. Euh, je reviens sur la discrimination inconsciente. Donc le fait que la personne continuera à discriminer qu'elle considère ne pas être, donc elle est dans le déni de ce que j'ai cru comprendre, et euh, elle fera toujours en sorte enfin, elle continuera ses mauvaises habitudes. Je pense que comme la formation et la sensibilisation, ça reste les premières actions à réaliser. Voilà. Et que malheureusement, pour s'assurer j'insiste dessus, pourquoi? Ok, la discrimination, c'est un délit, en effet. Euh, mais certaines personnes acceptent ces erreurs-là. Je prends un exemple, le fait que voilà, certaines entreprises ont des difficultés à passer le pas de mettre en place des actions pour corriger ces problématiques-là, en ayant comme motif que leurs employés ne seraient pas prêts à accepter ce type de changement-là. Est-ce que le motif ne serait pas que l'entreprise a elle-même du mal à assumer les conséquences de ce type d'organisation serait peut-être là la première correction. Donc c'est pour ça que la sensibilisation de la formation, ça passe par là. Ça permet aussi d'éveiller et de mettre en avant les difficultés et les actions qui seraient à corriger au sein de la structure. Donc de définir les personnes qui ne seraient pas en corrélation avec les valeurs mises en place par la direction et l'entreprise, et donc de prendre des décisions en corrélation avec ces changements-là. Pour revenir sur le groupe Victory, comme je l'indiquais, donc on a accueilli pas mal de personnes en forte croissance. Pour nous, il est inconcevable de recruter ou de définir euh, des profils en fonction de leur origine, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc., etc. L'objectif d'une entreprise qui est en croissance et implantée dans sa région, c'est d'abord de rechercher des compétences. Voilà. L'objectif, c'est d'atteindre des objectifs potentiellement économiques aussi. On ne peut pas s'appuyer sur ça au niveau du recrutement ou du management sur des personnes qui auraient à l'esprit qu'une réalisation de mission, une atteinte d'objectif soit liée à des critères discriminants de manière assez factuelle. Je pense notamment aux managers de proximité, parce que ça a été évoqué un peu plus tôt aussi. On ne peut pas confier un portefeuille de gestion des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros à réaliser à une personne qui serait limitée dans sa vision des compétences à atteindre et des missions à réaliser par rapport aux collaborateurs recrutés. Donc, cette politique de formation, de sensibilisation et de contrôle me semble aujourd'hui importante pour s'assurer déjà d'avoir les bons profils au sein de notre structure, que ce soit en recrutement aussi au niveau du management, en plus de nous assurer bien évidemment du respect des différentes lois qui incombent aujourd'hui à l'employeur dans le monde professionnel. Merci, Monsieur Suzan. Vous avez terminé, c'est ça? J'en comprends ça. Tout à fait. Ok, ça marche. Donc en fait, si je reprends un petit peu moi j'ai retiré deux grands points hein, de votre présentation sur ce que vous avez mis en œuvre depuis votre arrivée sur le groupe Vitori, donc il y a un peu moins d'un an. C'est tout d'abord le fait que le recrutement, en fait, donc on entend bien hein, comment la personne en charge des ressources humaines finalement va créer une forme de garantie sur le fait que le recrutement et le choix dans les candidats va se faire à partir de critères qui sont prédéfinis. Hein, Tout vous à fait. parliez de compétences aussi, hein, et que c'est bien ça finalement qui doit
qui doit permettre en fait d'exercer un choix par rapport à plusieurs candidats. Et c'est finalement, en tout cas dans les échanges qu'on avait eus pour préparer ce webinaire, vous aviez l'air d'avancer que même si ça semble très simple, cette méthode-là, c'est une méthode qui fonctionne malgré tout pour éviter la discrimination. Et puis il y avait aussi, par rapport à la présentation que vous venez de faire, donc l'appui sur les acteurs locaux. Hein, vous avez cité Cap Emploi, vous avez cité IDEIS. Et donc, il y avait cette volonté d'ouvrir l'entreprise à ces acteurs locaux qui vont proposer aussi une forme d'accompagnement, finalement, à l'entreprise. Oui, parce que Et on part du principe, il faut aussi accepter le fait que l'entreprise ne et que les acteurs qui composent l'entreprise n'ont pas la science infuse. Et elles peuvent justement avoir besoin de cet accompagnement-là pour avoir potentiellement d'autres actions, d'autres orientations à mettre en place au sein même des différentes structures qui composent ou services qui composent l'entreprise. Donc c'est pour ça, à mon sens, que je suis assez ravi donc d'avoir été convié aujourd'hui et d'avoir aussi pu échanger avec vous en amont de ce webinaire parce que j'ai conscience qu'on peut encore, en tant qu'employeur, aller plus loin sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est ce qui est proposé notamment par l'action de Maud Petit qu'on a cité tout à l'heure. Est-ce que peut-être juste vous pourriez, puisqu'il y avait une question dans le chat tout à l'heure, alors qui était plutôt posée à l'intention de Yannick Lorty, et puis c'est une question qui va être travaillée lors du prochain webinaire du mois de novembre. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, comment vous est venue l'idée de contacter justement ces structures locales telles IDEIS ou Cap Emploi pour être dans cette démarche d'ouverture? Comment est-ce que vous, initialement, il y a eu un déclic par rapport à ça? Puisqu'il y a une question qui est fondamentale, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à toucher les TPE, PME? Et donc, ce serait intéressant qu'on ait votre retour d'expérience à vous, parce que peut-être que ça pourrait nous donner des idées à nous. Je pense qu'assez naturellement, c'est un sujet que je porte, comme j'ai indiqué. J'ai grandi dans un quartier populaire, sans parler de victimisation. J'ai été potentiellement témoin ou victime de certains sujets. Donc, très tôt, dans ma carrière au niveau des ressources humaines, j'ai été porté sur ce que j'appelle moi la diversité au sens large. Je fais très attention de pouvoir travailler au sein de structures qui partagent aussi ces sujets, ce qui est aujourd'hui le cas au sein du groupe Vittori. Mais un sujet justement de réflexion sur les problématiques en interne, notamment le fait que le métier du bâtiment n'était pas forcément très communicant sur ses activités, ses possibilités de carrière, ce genre de choses. Il m'a semblé tout à fait naturel d'aller au contact justement des acteurs locaux qui connaissent euh, les différents profils ou candidats qui pourraient être intéressés par ces métiers-là. Ça a commencé plutôt comme ça. Ensuite, j'en ai suivi différents échanges. Surtout que j'étais dans une région que je ne connaissais pas. Hein. Je suis arrivé donc il y a un an en Franche-Comté. Donc c'était important aussi pour moi de connaître le tissu local. Et c'est aussi grâce à ces nombreux échanges, comme aujourd'hui, que que nous, au niveau de la direction du groupe Victory, nous avons pu définir des actions, notamment de sensibilisation en interne, de travail sur la marque employeur. J'ai pas cité, mais aussi nous sponsorisons et nous participons au tour régional emploi et inclusion à travers la Franche-Comté. De participer aux événements comme aujourd'hui, ça fait partie de ce que nous souhaitons désormais faire, c'est-à-dire, OK, au niveau interne, on a toujours promu cette inclusion, cette diversité, euh, sans forcément trop de cadres, mais avec cette volonté de bien faire. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin et du coup toucher plus de monde et aussi indiquer aux éventuelles personnes intéressées par ces métiers-là qu'elles peuvent en fait venir sans crainte se présenter sur nos différents postes et elles seront ravies justement de les accueillir et en discuter. Elles ne seront ni jugées sur leur apparence ethnique supposée,
adresse, orientation sexuelle ou autres supposées, politiques, etc., etc. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour ce partage d'expérience. En tout cas, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que sans forcément qu'il y ait de sollicitation de l'extérieur, il y a des employeurs qui sont sensibles à la question et qui ont en tout cas cette envie de bien faire, comme vous le dites. Comme il n'y a pas de questions, et je propose peut-être qu'on laisse la parole pendant peut-être 5 minutes à Maud Petit qui propose d'apporter quelques éléments complémentaires sur la démarche justement qui est initiée par IDEIS et qui peut peut-être en partie répondre à la question de comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les TPE et les PME sur ce sujet. Donc Maud, si vous voulez peut-être intervenir quelques minutes, sachant qu'il n'y a pas de questions là à l'égard de Thomas Suzan, et puis après on pourra clore ce webinaire, on laissera la parole à Frédéric. Ça vous va, Maud? Oui, parfait, merci. Oui, donc ce que je peux apporter comme témoignage, c'est qu'effectivement, IDEIS, en fait, c'est un acteur de l'accompagnement des publics, puisqu'en fait, au sein d'IDEIS, qui est un ensemblier, on a deux pôles, un pôle entreprise et territoire et un pôle mission locale. Voilà, donc c'était aussi intéressant d'avoir les retours en amont sur les partenariats qu'il y a pu avoir avec les autres missions locales au niveau national. Donc nous, sur ce pôle entreprise et territoire, depuis déjà de nombreuses années, on s'est intéressé à avoir des relations avec les entreprises, pas uniquement au sujet du recrutement, parce que souvent, on était connu de certaines entreprises, mais qui allaient nous dire, est-ce que, voilà, on a une offre, est-ce que vous avez en face un jeune à nous proposer? Et souvent, le jeune ne correspondait pas non plus au descriptif de l'offre. Donc, on a souhaité travailler avec les entreprises d'une manière un petit peu différente, en leur demandant de pouvoir justement ouvrir leurs portes, d'accueillir des jeunes lors de stages, ce qu'on appelle un peu, nous, dans notre jargon, les PMSMP, pour ouvrir le champ des possibles et puis faire se rencontrer aussi deux mondes qui n'étaient pas forcément toujours en lien, qui pouvaient aussi avoir des craintes autant d'un côté que de l'autre. Et puis dans le secteur de l'insertion ou quelquefois aussi même du secteur social, il y a aussi un petit peu d'appréhension du monde de l'entreprise. Donc, c'était aussi se faire rencontrer de mondes qui ne sont pas toujours en lien ensemble. C'est petit à petit, au travers de ça, on est allé vraiment rencontrer tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, pour mieux se connaître à l'échelle d'un territoire, et puis inciter les entreprises à fonctionner un petit peu différemment, à ouvrir, à accueillir des jeunes. C'est ce qui nous a permis aussi de développer au départ une charte un petit peu locale, qu'on a appelée une charte RST. Et puis, depuis quelques années maintenant, de travailler plutôt sur la RSE des entreprises et de proposer aussi aux entreprises de participer notamment au développement de mécénat social. J'ai vu, pareil, en amont, l'association Article 1, qui est une des associations qui fait partie, en fait, de notre projet de territoire qui s'appelle la dotation d'action territoriale. Et l'idée, c'est au-delà de l'ouverture des portes et de l'inclusion en entreprise, de pouvoir créer une alliance territoriale pour permettre aux entreprises de financer des projets associatifs de prévention de la pauvreté des jeunes. Voilà. Donc, j'ai été un petit peu plus loin, mais c'est vraiment ça, c'est aller au-devant des entreprises et puis ensuite créer ce lien, nous, avec notre public jeune, mais pas également. On travaille aussi, par exemple, avec le département du Doubs par rapport aux personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Et l'idée, c'est vraiment de créer en fait ces différents liens. Oui, merci. Merci beaucoup pour ce complément du coup de présentation par rapport à Monsieur Suzan. On voit finalement comment une démarche proactive, c'est le terme qui me vient vraiment soutenir. Et puis, j'apprécie vraiment que vous parliez aussi de dynamique territoriale, puisqu'en politique de la ville, c'est vraiment notre porte d'entrée, hein, c'est cette notion de territoire. Et donc là, on voit comment il y a ce maillage là qui s'est mis en place progressivement au fil des années. Donc, merci en tout cas d'avoir pris la parole et de nous avoir fait partager
ces quelques mots. Frédéric, je te passe le micro. Tout à fait, merci, merci. En tout cas, merci pour ce dernier témoignage. Ça fait une très belle transition pour ce qui vous attend au prochain webinaire. Donc, en guise de conclusion, c'est plutôt une invitation, en tout cas, à nous retrouver le 14 novembre prochain à 13h30. Voilà, donc je vais vous remettre le lien d'inscription dans le chat. Et à cette occasion, on aura également trois témoignages d'organisation pour parler à la fois de coopération, mais plus globalement d'approche systémique à l'échelle des territoires. Parce qu'on voit bien que les problématiques, elles sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas être réduites à des seules interventions isolées, qu'il faut réussir en fait à aligner en fait des organisations sur des visions claires sur des temps longs et que l'alignement il se fait aussi sur des efforts et des moyens. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Rapidement, pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur le programme, on aura Nathalie Robert qui travaille pour l'Association régionale des missions locales en PACA, Sud-PACA. On aura aussi une intervention, une double intervention du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et on aura l'occasion d'accueillir notre collègue de l'IREV, Ingrid Dequin, qui est aussi parmi nous. Je la salue. Donc, pour moi, il est l'heure de vous souhaiter une bonne fin de matinée. Désolé pour le glissement des horaires. Je vois qu'il est 44. On a 14 minutes de débordement. J'espère que ça va aller pour votre timing. Je vous souhaite une très belle journée.